À 19h16, un pays disparaît brutalement des écrans mondiaux. En Tanzanie, une coupure totale transforme un scrutin ordinaire en expérience de silence imposé, révélant comment radio, messages et images peuvent être suspendus pour neutraliser coordination citoyenne, circulation des preuves et pluralité des récits. Que reste-t-il de la voix citoyenne lorsque la visibilité s'éteint ? Et pourquoi cette scène résonne du Sahel d'Ibrahim Traoré jusqu'aux côtes lointaines ? Ce qui s'annonce n'est pas un incident local, mais un futur où le mutisme devient instrument politique dès lors que l'infrastructure numérique conditionne l'existence même de l'espace public. Ce récit propose d'aller au-delà de l'événement pour en mesurer les enjeux durables. Comprendre le silence permet d'anticiper risques civiques, économiques et politiques. Il s'agit d'examiner comment une interruption technique devient un acte politique et pourquoi ce geste reconfigure la relation entre État, citoyen et information. L'analyse suivra une logique simple, identifier le mécanisme, observer ses effets immédiats, puis éclairer ce qu'il autorise à moyen terme. L'enjeu n'est pas de trancher un débat idéologique, mais de fournir des repères concrets pour reconnaître un schéma lorsqu'il se reproduit. Ce cheminement répond à une question pratique. Que perd une société quand la visibilité disparaît, même brièvement ? À travers des indices vérifiables et des situations ordinaires, le texte montrera comment le silence redistribue les risques, modifie les comportements et altère la confiance. Il mettra aussi en évidence les signaux faibles qui précèdent souvent ces bascules afin d'éviter de les confondre avec de simples pannes. Une question s'impose alors. Si l'interruption est devenue une option de gestion, qui en paie réellement le coût ? En une seule année récente, 33 coupures d'Internet ont été recensées dans 16 pays africains, révélant une pratique désormais intégrée à la gestion des crises politiques. Ce chiffre change immédiatement la lecture de la nuit tanzanienne. Il ne s'agit plus d'un accident isolé, mais de l'activation d'un schéma déjà observé ailleurs. Cette révélation oblige à déplacer le regard. La coupure de 19h16 n'a pas créé la crise électorale. Elle a mis à nu une fragilité préexistante. Depuis l'indépendance, la Tanzanie est marquée par la domination prolongée d'un même parti qui a progressivement transformé un idéal fondateur en routine institutionnelle. Les réformes promises ont suscité des attentes, puis une déception croissante, tandis que l'espace médiatique se resserrait et que l'opposition perdait en visibilité. Dans les heures précédant l'interruption, les signes étaient déjà perceptibles. Les fils d'électeurs traduisaient moins une confiance sereine qu'un besoin d'être vu et compté. Les rumeurs circulaient, les forces de sécurité se repositionnaient et les messages officiels tardaient à clarifier la situation. Le réseau fonctionnait encore, mais l'équilibre était rompu. Lorsque les écrans se sont figés, cette tension latente est devenue manifeste. Ce basculement résonne bien au-delà de Dar es Salaam. Dans plusieurs débats régionaux, des analystes ont évoqué d'autres trajectoires africaines où la souveraineté est redéfinie par le contrôle de l'information, du Sahel d'Ibrahim Traoré jusqu'aux capitales d'Afrique de l'Est. Il ne s'agit pas d'établir une équivalence directe, mais de souligner une question commune. Qui décide de ce qui peut encore être vu ? Ainsi, la nuit tanzanienne s'inscrit dans une continuité continentale. Elle montre que l'effacement numérique n'intervient plus comme un dernier recours exceptionnel, mais comme une option disponible, capable de neutraliser simultanément la coordination citoyenne, la circulation des preuves et la pluralité des récits. Le silence n'est pas un vide, il devient une architecture politique. Au cœur de cette nuit suspendue, deux trajectoires ordinaires permettent de saisir concrètement ce que signifie la disparition d'un pays en temps réel. Elles ne représentent ni des héros ni des exceptions, mais des points d'entrée humains dans un phénomène abstrait. Acha a 23 ans. Étudiante, elle a voté à l'aube, et convaincue que le geste comptait tant qu'il restait visible. Lorsque les réseaux s'éteignent, cette certitude se fissure. Sa mère entame alors une recherche à travers une ville fragmentée, passant d'hôpital en hôpital, plongée dans l'obscurité, sans liste, sans confirmation, seulement des visages inquiets. L'absence d'information transforme l'attente en angoisse structurée. Chaque déplacement devient un pari, chaque rumeur une possibilité. Être vu cesse d'être symbolique.
Cela devient une condition de sécurité. À l'autre extrémité de la ville, Moussa incarne l'envers du même effacement. Jeune soldat affecté près du port, il s'était engagé pour financer ses études, pas pour devenir gardien du silence. Cette nuit-là, ses ordres changent sans cesse. Avancer, reculer, tenir, face à lui, des silhouettes familières plutôt que des ennemis identifiés. Quand l'information disparaît, la méfiance devient doctrine, et la doctrine, justification. Ces deux récits ne se croisent pas par hasard. Ils montrent comment une coupure redistribue les rôles et le risque. Pour l'une, la visibilité protège. Pour l'autre, voir clairement devient presque impossible. Entre les deux, l'État ne parle plus, il interrompt. D'abord, un effet apparaît nettement. Lorsque la lumière tombe, la responsabilité change de camp. Avant la coupure, la soirée semblait encore contenue. Les bureaux de vote fermaient donc progressivement, les rues restaient animées et les radios commentaient avec prudence. Les téléphones vibraient, les messages circulaient et beaucoup imaginaient une tension gérable, inscrite dans le rituel électoral ordinaire. Rien n'indiquait encore une rupture nette. Pourtant, sous cette apparente normalité, des signaux discrets s'accumulaient déjà. Puis, presque imperceptiblement, le rythme change. La connexion ralentit. Les messages mettent plus de temps à partir. Les écrans hésitent. Pris isolément, chaque signe semble bénin. Pris ensemble, ils dessinent une trajectoire. Les forces de sécurité se repositionnent par touches successives. Des rumeurs circulent, plus vite que les démentis officiels. Un couvre-feu est évoqué sans être clairement annoncé. Les commerçants commencent à fermer par instinct, plutôt que par consigne. La ville sent que quelque chose se prépare sans pouvoir le nommer. La bascule s'accélère en quelques minutes, des affrontements apparaissent en périphérie, les radios s'interrompent au milieu d'une phrase. On parle d'abord de surcharge, puis d'incident local, puis d'un problème plus large. L'incertitude progresse plus vite que toute information vérifiable. Les habitants apprennent à lire les gestes plutôt que les annonces. La peur devient une mécanique autonome, alimentée par l'absence de repères. À mesure que la soirée avance, l'espace public se contracte. Les cafés se taisent, les portes se verrouillent, les marchés s'éteignent. Des véhicules militaires apparaissent par points discontinus, sans narration claire pour les accompagner. Les ordres circulent de mal, parfois se contredisent. Les hôpitaux commencent à recevoir des blessés sans coordination centralisée. Chaque acteur agit localement, sans vision d'ensemble. La ville fonctionne encore, mais à l'aveugle. Puis vient l'instant précis. À 19h16, Internet s'éteint complètement. Les derniers messages visibles apparaissent, puis disparaissent aussitôt. L'écran mondial se fige sur la Tanzanie. Ce qui reste, ce sont des villes silencieuses et des décisions prises hors champ. La coupure ne suspend pas seulement la communication, elle transforme la temporalité. Tout ce qui se produit après n'est plus immédiatement partageable, ni vérifiable, ni contestable. Dans les heures suivantes, le silence s'installe comme un cadre. Les déplacements deviennent risqués. Les familles cherchent des proches sans liste ni confirmation. Les forces de sécurité reçoivent des instructions fragmentées. Les unités se déplacent sans coordination apparente, comme si l'autorité tentait de se recomposer en temps réel. L'absence de visibilité ne réduit pas les événements, elle les rend opaques. Ailleurs sur le continent, les comparaisons émergent rapidement. Cameroun, Soudan, Éthiopie, un même enchaînement revient dans les discussions. Protestations, tensions, blackout. Dans ces échanges, certains évoquent aussi le Sahel et les débats autour de figures associées à une souveraineté informationnelle redéfinie, y compris Ibrahim Traoré. Non pour établir une causalité directe, mais pour souligner une dynamique commune. Lorsque convaincre devient difficile, interrompre devient une option. Après minuit, la ville est méconnaissable. Les rues portent les traces de la soirée, vitres brisées, affiches détrempées, marchés fermés. Le scrutin n'est pas annulé, mais son battement est affaibli. La démocratie n'a pas disparu, elle a simplement quitté l'écran. Ce qui s'est joué en quelques heures n'est pas seulement une succession d'incidents, c'est une séquence cohérente où chaque étape prépare la suivante. Avant, l'équilibre était fragile, après le silence devient un outil, et ce basculement marque un avant et un après difficilement réversible. Avant la coupure, Internet fonctionnait comme un espace public continu. Après Liu 1, il devient un levier de contrôle immédiat. Ce basculement peut être mesuré à l'aide de 3 indicateurs sobres, suffisants pour comprendre ce que la nuit tanzanienne a réellement déplacé sans surcharger l'analyse de chiffres inutiles. Un premier repère s'impose.
33 coupures d'Internet recensées sur le continent africain en une seule année récente. Ce nombre indique une normalisation progressive de l'interruption comme outil politique. Pris isolément, il pourrait sembler technique ou conjoncturel. Pris dans le temps long, il révèle un glissement stratégique. L'effacement numérique n'est plus l'exception d'une crise extrême. Il devient une option intégrée à l'arsenal de gestion des tensions. Dans cette perspective, la Tanzanie ne constitue pas une anomalie, mais un maillon visible d'une chaîne déjà constituée. La panne n'est plus un échec du système, elle devient une fonctionnalité mobilisable. Un deuxième repère apparaît, 24 millions de dollars de pertes économiques estimées à court terme. Ce montant correspond à des flux interrompus, des marchandises bloquées, des marchés fermés sans préavis et des activités suspendues faute de coordination. Il ne couvre pas l'économie informelle, pourtant majoritaire et difficilement mesurable, ce qui signifie que le coût réel est probablement supérieur. Surtout, ce chiffre ne dit rien de la confiance. Or, la confiance met toujours plus de temps à revenir que les flux financiers. Les pertes comptables se corrigent, les réflexes de prudence persistent. Après la coupure, chaque acteur économique intègre une nouvelle variable silencieuse, la possibilité que tout s'arrête sans avertissement. Un troisième repère complète le tableau, 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Cette donnée démographique rend chaque interruption plus explosive que stabilisatrice à moyen terme. Pour cette génération, le réseau n'est pas un confort secondaire, mais un prolongement social. Être connecté équivaut à être reconnu, visible, compté. Couper l'Internet revient alors à suspendre une forme d'existence publique. Ce décalage générationnel explique pourquoi les coupures produisent souvent l'effet inverse de celui affiché. Elles apaisent l'image immédiate, mais accumulent une défiance durable. Ces trois chiffres, volontairement limités, convergent vers un même mécanisme. La coupure retire simultanément la visibilité, la coordination et la preuve. Sans image, les événements ne disparaissent pas. Ils deviennent invérifiables. Sans message, les consignes se fragmentent. Sans trace, les responsabilités se diluent. Le silence n'efface pas les faits, il empêche leur stabilisation dans un récit commun. Dans les débats régionaux, cette lecture gagne du terrain. Les justifications officielles, souvent formulées comme des mesures temporaires de sécurité, se répètent d'un pays à l'autre. Le vocabulaire se standardise au même rythme que la pratique. Dans ces échanges, le nom d'Ibrahim Traoré apparaît parfois comme point de référence symbolique, non pour assimiler des contextes distincts, mais pour illustrer une interrogation partagée. Jusqu'où un pouvoir peut-il aller en affirmant protéger l'ordre en retirant la visibilité ? Les chiffres ne prétendent pas expliquer toute la complexité politique. Ils font mieux, ils bornent le réel. Ils empêchent de réduire la nuit tanzanienne à un incident technique ou à un excès ponctuel. Ils montrent que la coupure est efficace à très court terme, coûteuse à moyen terme et corrosive à long terme. La question qui demeure ouverte n'est donc pas statistique, elle est politique. Combien de fois un État peut-il appuyer sur l'interrupteur avant que le silence ne devienne sa principale preuve d'autorité ? Deux arguments principaux sont avancés pour justifier les coupures d'Internet en période de crise électorale ou sécuritaire. Le premier, porté par les autorités et certains responsables du maintien de l'ordre, affirme que l'interruption temporaire des réseaux permet d'éviter l'escalade. Selon cette lecture, les plateformes numériques amplifieraient les rumeurs, accéléreraient les mouvements de foule et compliqueraient la gestion des tensions. Couper la connexion deviendrait alors une mesure préventive, destinée à gagner du temps et à limiter la propagation du chaos. Le second argument se veut plus technocratique. Il repose sur l'idée de souveraineté infrastructurelle. L'État, dit Simbi ses défenseurs, reste maître de ses réseaux. Internet ne serait pas un droit absolu, mais un service conditionné à la stabilité politique. En situation exceptionnelle, suspendre ce service relèverait d'un arbitrage pragmatique entre liberté et sécurité. Dans cette perspective, la priorité n'est pas la visibilité immédiate, mais le rétablissement ultérieur de l'ordre, quitte à accepter une opacité transitoire. Ces deux arguments méritent d'être examinés sans caricature.
Internet peut effectivement accélérer des dynamiques incontrôlées. Les fausses informations circulent de plus vite que les démentis. Des images sorties de leur contexte peuvent attiser des violences dans des environnements déjà fragiles. Ignorer ces risques reviendrait à idéaliser l'espace numérique et à sous-estimer ses effets réels. Cependant, l'expérience tanzanienne met en lumière une faille centrale dans ce raisonnement. Le silence n'a pas supprimé la violence. Il l'a déplacée hors champ. Les affrontements n'ont pas cessé lorsque les réseaux se sont éteints. Ils sont simplement devenus impossibles à documenter. Les ordres contradictoires reçus par les forces de sécurité, les hôpitaux débordés travaillant sans coordination et les familles cherchant des proches sans confirmation montrent que l'absence d'information a ajouté de la confusion là où l'argument sécuritaire promettait de la clarté. Quant à la souveraineté technique, elle se heurte à une réalité sociale simple. Lorsqu'un État retire la visibilité, il affaiblit aussi les mécanismes de responsabilité. Sans témoins, sans preuves et sans contre-récit, la confiance se détériore plus vite que l'ordre ne se rétablit. La mesure présentée comme temporaire laisse ainsi une trace durable dans la perception citoyenne. Le point décisif est là. Une action réellement protectrice réduit la peur. Or, cette nuit-là, la peur s'est étendue précisément au moment où l'information a disparu. La coupure n'a donc pas stabilisé la situation. Elle a révélé la limite d'un pouvoir qui confond contrôle immédiat et sécurité durable. À partir de là, le silence change de fonction. Ce qui bascule au milieu du récit n'est pas la durée de la coupure, mais son rôle réel dans l'architecture du pouvoir. La nuit tanzanienne révèle que l'interruption ne sert pas seulement à calmer une situation tendue, elle redessine le terrain politique. En retirant la visibilité, l'État ne suspend pas le débat public, il le remplace par une asymétrie totale. D'un côté, une autorité qui continue de voir, d'ordonner et de documenter. De l'autre, une société rendue aveugle, privée de coordination et de preuves partageables. Ce déplacement modifie la nature même de l'autorité. La coupure n'agit plus comme un outil exceptionnel de gestion de crise, mais comme un filtre structurel. Ce qui est autorisé à exister publiquement, c'est uniquement ce qui peut circuler sans réseau. Le reste ne disparaît pas, il s'enfuit. Les événements continuent, les décisions aussi, mais ils ne laissent plus de traces accessibles. Le pouvoir n'a plus besoin de convaincre, seulement d'interrompre. C'est ici que la comparaison régionale prend tout son sens. Dans plusieurs analyses africaines, le nom d'Ibrahim Traoré apparaît comme point de référence symbolique dans un débat plus large sur la souveraineté informationnelle. Non pour assimiler des contextes distincts, mais pour poser une question commune. Contrôler le récit suffit-il encore, ou faut-il contrôler l'infrastructure qui rend le récit possible ? À ce stade, une évidence s'impose. Si la visibilité constitue la dernière défense d'un espace civique, alors la coupure en devient la ligne de fracture. Les effets de la coupure ne se répartissent pas de manière abstraite. Ils touchent des groupes distincts, chacun révélant une facette spécifique du coût réel du silence imposé. Observer ces impacts permet de comprendre pourquoi l'interruption de la visibilité produit des conséquences durables bien au-delà de la nuit elle-même. Pour les citoyens ordinaires, la coupure transforme l'espace familier en territoire opaque. Les familles ne peuvent plus vérifier si leurs proches sont en sécurité. Les déplacements deviennent des décisions risquées, prises sans information fiable. Dans les hôpitaux, des patients arrivent sans identité numérique, sans possibilité de prévenir, sans liste centralisée. L'absence de réseau ne suspend pas la vie quotidienne, elle la rend imprévisible. La peur ne naît pas d'une annonce officielle, mais de l'impossibilité de savoir. Être visible devient une condition de protection, et ne plus l'être, une vulnérabilité immédiate. Pour les acteurs économiques, l'impact est rapide et désorganisateur. Les marchés ferment sans coordination. Les produits périssables se détériorent faute de débouchés. Les pêcheurs voient leur prise perdre toute valeur. Les transporteurs restent bloqués, incapables de confirmer des itinéraires ou des délais. Les pertes estimées donnent un ordre de grandeur, mais ignorent l'économie informelle, pourtant dominante. Plus durable encore est l'effet sur la confiance. Après la coupure, chaque commerçant, chaque entrepreneur intègre le risque d'un arrêt soudain. Cette anticipation silencieuse freine l'initiative bien après le rétablissement du réseau. Pour les institutions, la coupure crée une asymétrie marquée. Les canaux officiels continuent de diffuser un message présenté comme rassurant,
tandis que les voix critiques disparaissent. Cette situation donne l'apparence d'un contrôle renforcé. Pourtant, elle révèle aussi des fragilités internes, les ordres contradictoires, les déploiements incohérents et la surcharge des services d'urgence montrent un appareil qui se rigidifie plus qu'il ne se stabilise. Le silence protège l'image immédiate, pas nécessairement la capacité réelle d'action. À l'échelle régionale, enfin, la nuit tanzanienne agit comme un signal. Dans plusieurs capitales africaines, le débat s'intensifie. La coupure est-elle une exception défensive ou un précédent stratégique ? Les comparaisons émergent avec d'autres épisodes récents et la question de la souveraineté numérique devient centrale. Le nom d'Ibrahim Traoré circule dans ces discussions comme référence symbolique, non pour assimiler des contextes différents, mais pour illustrer une interrogation partagée. Contrôler l'infrastructure suffit-il à redéfinir la légitimité politique ? Ces 4 niveaux racontent une même histoire sous des angles différents. Un pays peut disparaître brièvement des écrans, mais ses conséquences s'inscrivent dans la durée. Le silence n'efface pas les tensions, il les redistribue. Et lorsqu'il se retire, il laisse derrière lui une société qui se souvient d'avoir été rendue invisible. À moyen terme, la nuit où la Tanzanie a disparu du réseau ouvre 3 trajectoires plausibles. Elles ne prédisent rien. Elles décrivent en fait des directions conditionnelles dépendantes de décisions politiques, de seuils d'acceptation sociale et de la manière dont la visibilité est gérée après coup. Dans un scénario de base, on verrait plutôt stabilisation prudente avec mémoire active. Si les autorités rétablissent progressivement les services sans reconnaître pleinement la portée civique de la coupure, alors la vie quotidienne reprend, mais avec retenue. Les marchés rouvrent, les transports se normalisent, et les institutions communiquent davantage. Toutefois, la mémoire du silence persiste. Les citoyens anticipent une possible interruption future, sauvegardent davantage, évitent l'exposition et limitent leur dépendance aux canaux visibles. L'ordre est maintenu, mais il repose sur une vigilance diffuse plutôt que sur une confiance restaurée. La stabilité existe sans effacer la trace de l'opacité. Dans un scénario plus optimiste, on pourrait voir ouverture contrôlée et respiration civique. Si la coupure est interprétée comme un signal d'alerte plutôt que comme un succès tactique, des ajustements deviennent possibles. Des consultations publiques s'engagent, les restrictions médiatiques s'assouplissent partiellement et des mécanismes de transparence sont instaurés pour documenter toute interruption future. Les rédactions locales et les organisations civiles retrouvent une marge d'action. Dans ce cadre, la jeunesse connectée redevient force de proposition, l'État conserve l'initiative, mais accepte de partager la visibilité. La nuit du blackout n'est pas effacée, elle devient un point de départ vers une normalisation plus robuste. Dans un scénario plus pessimiste, il pourrait se passer normalisation du silence. Si l'interruption est perçue comme efficace et peu coûteuse politiquement, elle s'installe comme précédent. Les périodes électorales suivantes s'accompagnent de restrictions préventives. Parfois justifiées par des arguments techniques, les coupures deviennent plus fréquentes et ciblées. Les organisations civiles se heurtent à des obstacles administratifs croissants. Les voix dissidentes se déplacent vers des réseaux parallèles, fragmentés et moins visibles. Dans cette trajectoire, le silence cesse d'être exceptionnel, il devient méthode. Ces scénarios partagent un point commun. Ils dépendent moins des discours que des seuils d'acceptation. Si la société tolère l'opacité, elle se répète. Si elle la mesure, elle recule. La recommandation analytique est simple. Observez ce que l'État documente, ce que la société accepte et ce qui reste sans trace. Là se joue l'avenir, non dans les annonces, mais dans la gestion concrète de la visibilité. Au-delà des débats institutionnels, la coupure d'Internet agit comme une expérience directe pour des groupes souvent absents des communiqués officiels. Elle transforme une décision abstraite en réalité vécue, révélant comment le silence politique devient une contrainte intime, différente selon les trajectoires sociales. Pour les jeunes connectés, l'interruption fonctionne comme une rupture identitaire. Leur quotidien repose sur la circulation continue des messages, des images et des preuves. Lorsque le réseau disparaît, ce n'est pas seulement un outil qui s'éteint, mais un espace d'existence sociale. Beaucoup découvrent alors que la liberté peut se mesurer à la capacité d'envoyer un signal. Même bref, une première réponse consiste à diversifier les canaux de communication afin de ne pas dépendre d'un seul vecteur de visibilité. Pour les travailleurs du quotidien,
L'impact est plus matériel, mais tout aussi profond. Vendeurs de marché, chauffeurs, pêcheurs ou enseignants voient leur routine se briser sans explication. Les trajets deviennent incertains, les transactions impossibles à confirmer et les revenus suspendus. Le silence n'est pas idéologique, il est économique. Une piste minimale consiste à anticiper des solutions hors ligne, fondées sur des relais locaux capables de maintenir une continuité dégradée. Pour celles et ceux qui soignent, protègent ou accompagnent, la coupure révèle une surcharge invisible. Médecins, infirmières, volontaires et conducteurs de nuit doivent compenser l'absence d'information par des décisions improvisées. Sans coordination, chaque geste coûte plus d'énergie et chaque erreur pèse davantage. Renforcer des protocoles de communication de crise, indépendants du réseau général, devient alors une nécessité opérationnelle. Ces expériences convergent vers une même leçon. Le silence ne frappe pas abstraitement. Il fragilise personne par personne, métier par métier. Comprendre cette dimension permet de dépasser l'analyse théorique et de mesurer ce que signifie réellement vivre dans un espace où la visibilité peut être retirée à tout moment. Sortir durablement d'une nuit où un pays a disparu du réseau ne dépend ni d'un discours rassurant, ni d'un simple retour à la normale. Cela exige une série d'actions coordonnées, pensées pour réduire la vulnérabilité au silence et restaurer la visibilité comme principe civique minimal sans prétendre éliminer tout risque de crise. D'abord, il faut rétablir la traçabilité institutionnelle. Les commissions électorales, autorités judiciaires et organes de contrôle doivent documenter publiquement chaque interruption, qu'elle soit technique ou administrative. Cette documentation doit intervenir dès la réactivation complète des services. L'indicateur central n'est pas la rapidité du retour du réseau, mais la qualité des traces laissées. Chronologie vérifiable, rapports accessibles et données cohérentes. Sans trace, aucune responsabilité ne peut être évaluée et la coupure glisse vers l'oubli organisé. Ensuite, il faut reconstruire la continuité du récit public. Les rédactions locales, organisations civiles et collectifs citoyens jouent ici un rôle décisif. Leur travail consiste à rassembler témoignages, images hors ligne et récits fragmentés dans les jours suivant l'interruption. L'objectif n'est pas la confrontation immédiate, mais la restitution d'un horizon commun. Là où le blackout a dispersé les versions, cette consolidation réintroduit une mémoire partagée. Puis, il faut mettre en place des filets de communication de secours. Universités, communautés techniques et ingénieurs peuvent développer des solutions capables de fonctionner sans dépendre d'un interrupteur unique. Ces dispositifs ne remplacent pas le réseau général, mais limitent l'effet de surprise et réduisent la désorganisation lors des moments critiques. Enfin, il faut poser un cadre régional minimal. À l'échelle africaine, les débats sur la souveraineté numérique s'intensifient. Dans ces échanges, des figures souvent citées comme Ibrahim Traoré apparaissent non comme modèle à suivre, mais comme repère dans une discussion plus large sur visibilité, légitimité et contrôle. L'enjeu est d'identifier un seuil collectif au-delà duquel toute coupure devient une atteinte civique mesurable. Ces étapes ne garantissent pas l'absence de nouvelles interruptions. Elles offrent mieux, des repères pour que le silence ne puisse plus s'installer sans laisser de preuves ni de mémoire. Au matin suivant, l'image d'achat avançant sous son vieux parapluie reste comme un fil discret. Ce n'est plus un symbole politique, mais un geste obstiné. Continuer à marcher quand personne ne regarde. La nuit précédente, sa mère passait de couloir en couloir, cherchant un visage plutôt qu'un nom. Cette quête résume ce que le blackout a réellement produit, une société contrainte de se reconnaître sans miroir, privée de confirmation et de repères partagés. Les récits de Moussa résonnent de la même manière. Ces ordres contradictoires, reçus dans l'obscurité, ont tracé une frontière fine entre devoir et doute. Lorsque la lumière se retire, cette frontière devient floue et chacun doit décider seul de ce qu'il croit encore. Ces décisions silencieuses, prises hors caméra, sont celles qui laissent pas les traces les plus durables, bien après le rétablissement des réseaux. Dans les discussions régionales, le nom d'Ibrahim Traoré circule alors comme point de comparaison, non pour juger des trajectoires distinctes, mais pour rappeler une question persistante. Qu'est-ce qu'un État
protège réellement lorsqu'il contrôle la visibilité. La Tanzanie n'a pas disparu. Elle a montré ce qui arrive quand l'accès au regard devient conditionnel. La ville reprend son rythme. Les marchés rouvrent, les voies reviennent. Pourtant, quelque chose demeure suspendu. La mémoire survit toujours au blackout. Cette histoire ne s'arrête pas aux frontières de la Tanzanie. Elle concerne toute société connectée qui s'interroge sur le seuil où la stabilité cesse d'être une promesse pour devenir une pause imposée. Lorsque les réseaux s'éteignent, ce ne sont pas seulement des flux qui disparaissent, mais les liens par lesquels une population se reconnaît, se rassure et se contredit. Regardez ces moments de calme, soudain autrement, c'est déjà refuser de les confondre avec la paix. Le récit invite à observer ce que le silence rend impossible à vérifier, ce qu'il déplace hors champ et ce qu'il transforme durablement dans les comportements. Il invite aussi à suivre les débats régionaux où des figures souvent citées, comme Ibrahim Traoré, servent de repères pour penser la souveraineté et ses limites, sans réduire des contextes différents à un modèle unique. Si cette lecture vous interpelle, partagez-la pour qu'elle continue de circuler là où l'interruption progresse. Si elle soulève des doutes, formulez-les. Parfois, une question suffit à rouvrir un espace public. Et si vous pensez que la visibilité n'est pas un luxe, prenez un instant pour réfléchir à ce que signifie la protéger quand l'interrupteur existe.